Salut tout le monde! Ça fait longtemps que je n'avais rien publié sur cette chaîne. J'ai rencontré pas mal d'imprévus ces derniers temps et en reprenant ce projet de livre audio, la qualité des épisodes ne me convenait plus. De ce fait, j'ai décidé de reprendre à zéro ce projet et désormais le résultat me convient bien plus. Les épisodes sont déjà enregistrés et sortiront donc chaque semaine jusqu'à la fin de cette intrigue. Pour celles et ceux qui désirent lire la nouvelle en avance, je la publie en parallèle sur le site L'Atelier des auteurs que je mets en description. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à mon compte Instagram où je publie des projets plus courts. Je vous remercie pour votre patience et j'espère que cela vous plaira. Le peintre de l'hôpital. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas rendu en ces lieux. Non pas qu'il me manquait d'une quelconque manière, bien au contraire. La dernière fois que je suis entré dans le centre hospitalier Carmin, c'était le jour de ton départ. Depuis, je m'étais promis de ne plus jamais y retourner. Hélas. Au-ciel s'extirpait tout juste de sa torpeur automnale, où les premières chaleurs du soleil s'estompaient peu à peu face au vent frais de l'aube. Comme à son habitude, la ville sortait lentement du calme nocturne, et déjà, elle grouillait de vie. Les étudiants, prêts à en découdre, s'élançaient avec plus ou moins d'entrain vers le quartier universitaire, tandis qu'une foule de costumes se précipitait vers la muraille. Cet élan effréné, de si bon matin, était porté par une symphonie tout aussi entraînante. Le ronronnement des moteurs, parfois accompagné de quelques vocalises, disons-le, grossières pour la plupart, résonnait à travers les montagnes de béton qui s'élevaient de la brume. Plusieurs sifflets ponctuaient cette mélodie, et se mêlaient à cette fresque acoustique dans laquelle le rythme des pas donnait à tous les autres sillons le tempo à suivre. Pourtant, dans ce chaos harmonieux et hétéroclite, certaines sirènes chantaient faussement, et leurs voix, d'abord lointaines, se distillaient peu à peu dans cette marée humaine. Tous l'entendaient, personne ne pouvait y échapper, car ce jour-là, elle retentissait à tue-tête à travers tout le berceau populaire. Ce même matin, Krakow s'était levé de bonne heure pour profiter du réveil balbutiant du soleil depuis son étroite fenêtre de cuisine. Une tasse de thé posée sur le rebord de la meurtrière libérait ses arômes de fruits rouges au-delà de la modeste pièce. Krakos venait tout juste de mettre ses pinceaux à tremper et profitait encore de la caresse apaisante que l'astre lui offrait, tout en observant les immenses fourmilières accueillir leurs ouvrières du haut de son 6e étage. Après cette contemplation relaxante et quotidienne, il alla réveiller sa belle au beau dormant d'un baiser sur le front, car Claudine et lui s'étaient habitués à cette routine matinale depuis déjà bien trop longtemps. Il s'approcha calmement et posa ses lèvres sur son petit crâne traversé par quelques mèches brunes lorsqu'il ressentit à son contact une chaleur inquiétante. La veille déjà, la jeune fille n'avait pas touché à son assiette et s'était écroulée de fatigue en début de soirée. « Claudine, il faut se lever. C'est l'heure d'aller à l'école, lui dit-il, en tapotant délicatement son épaule. Elle ouvrit alors les yeux, béants, comme s'il venait de l'extraire d'un cauchemar. Krakos, quant à lui, retourna dans la cuisine pour la laisser émerger du royaume de Morphée, et lorsqu'il saisit à nouveau sa concoction encore fumante, il se retourna vers la chambre de sa fille. Jaillissant de la pénombre, elle se maintenait sur le cadre en bois de la porte. La lumière de l'équinoxe illuminait le nacre de sa peau qui luisait au gré des quelques nuages daignant éclipser le soleil. Ses fines jambes tremblantes ne supportaient que péniblement le reste de son corps, comme celle d'un faon tout juste né. Sa petite main gauche, qui paraissait si pâle sur son pyjama jaune, s'agrippait à son abdomen, tandis que l'autre lui servait de dernier rempart contre la gravité qui l'accablait si lourdement. Sa tête semblait s'effondrer et faisait onduler en vaguelettes ses cheveux bruns au rythme de sa respiration saccadée. À cet instant, Krakos comprit que quelque chose n'allait pas. Il confirma avec le dos de sa main ce que ses lèvres lui avaient suggéré, et appela immédiatement les urgences. Depuis qu'il avait perdu sa femme, il était devenu ce que beaucoup qualifient de papa-poule. Son attention parfois exagérée avait muté en un mécanisme de réconfort pour lui, et pensait-il, pour elle. Car après tout, plus personne ne se partageait son attention. Il n'y avait que Claudine, sa fille, celle qu'il appelait sa muse. D'un amour d'amant avait germé l'amour paternel, plus grand, plus pur, et plus fort encore, changeant l'homme qu'il était en père qu'il avait rêvé d'avoir. Plusieurs longues minutes s'écoulèrent durant lesquelles Krakos resta assis à côté de sa fille. Il l'avait invitée à se recoucher, le temps que les médecins puissent arriver. Ses larges paumes recueillaient ses petites mains, tandis que ses yeux la recouvraient tendrement. Il lui souriait.
Son rictus bienveillant transpirait d'adoration, pour masquer l'angoisse d'un père en attente d'une solution. Après ces quelques minutes de calme, les ambulanciers se présentèrent enfin à la porte. Le premier, dont les traits marqués trahissaient une longue carrière, s'avança directement vers Krakos, tandis que le second, bien plus jeune et énergique, s'approcha de Lodin qui s'était levé dès lors que la sonnette avait retenti. « Bonjour, monsieur Gurin. Alors, qu'est-ce qu'on a là » demanda le doyen de ce duo héroïque. Presque machinalement, tant il avait eu l'habitude à sa naissance, le père répondit. « Bonjour, ma fille se plaint de douleurs sous les côtes, déclara-t-il en tendant le carnet de santé de Lodin avant de poursuivre. Elle a déjà été traitée très jeune pour des problèmes de foie. Ce dernier le prit sans ajouter davantage, et toute la troupe descendit d'une traite les escaliers en colimaçon jusqu'au rez-de-chaussée. Krakos épargna à Lodin la descente. Puis, le vénérable ambulancier aida son collègue à installer la fillette dans l'ambulance. Le père, inquiet, les suivit à l'arrière du véhicule, tandis que le jeune urgentiste ferma en un claquement le haillon et frappa 2 fois sur la carrosserie. En une ruade puissante, l'ambulance galopa à travers le dédale de goudron de ciel, sirène toute retentissante qui, comme par miracle, séparait les flots de véhicules de sa voie. Le plus âgé feuilleta alors le livret qu'il avait reçu, tandis que la main de Lodin s'était faufilée vers celle de son père, qu'elle serrait vigoureusement. « Hôpital Bacan, oh, vous n'allez pas être perdu, à part le nom, rien n'a changé, croyez-moi » s'écria le vétéran. Très vite, ils arrivèrent tous azimuts, au service d'admission, et dirent au revoir aux paladins de la médecine, qui repartirent aussi vite qu'ils étaient arrivés, appelés à nouveau par leur devoir. Les Gurines entrèrent escortés dans le service d'urgence, où bon nombre de patients et patientes siégeaient dans cette immense salle de réception. Dès les premiers pas au sein de ce bâtiment, Krakos ressentit un profond frisson. Était-ce à cause de son passé avec ce lieu ? Ou bien la dérangeante pâleur qui émanait de chaque mur, chaque meuble et chaque luminaire ? Ce blanc pathologique rendait malade son âme d'artiste. Comment cette morne mort monochromatique pouvait aider les patients à retrouver la vivacité dans tous ces tons ? Fort heureusement, ils furent immédiatement reçus en service pédiatrie, où, au contraire, les couleurs habillaient chacune des parois de l'aile. Mais cette chaleur des premiers abords cachait une sombre aura, tragique et lugubre, que notre peintre perçut. Le râle des enfants mourants imprégnait les cloisons. L'interne qui les avait guidés jusqu'à la porte 115 leur ouvrait la nouvelle demeure de Lodin. Provisoire, ils l'espéraient. Laissée enfin seule, la petite famille s'installa autour du lit de l'enfant. D'un seul coup d'œil, celle-ci sonda toute la pièce et repéra en un éclair les éclats de mosaïque émoussés par les passages, la toile d'araignée qui occupait le coin de la chambre, mais aussi et surtout le doudou qu'il observait sur le lit d'en face. « Papa, y a qui ici ?» demanda-t-elle à Krakos, qui lui n'était pas étonné par la présence d'un autre enfant. Maladroitement, il laissa un « E » très long marquer son hésitation, puis en s'asseyant sur le lit, il rétorqua. « Tu sais, Mamuse, il y a beaucoup d'enfants malades en ce moment, et les médecins ont décidé de te mettre avec l'un d'entre eux. »« Paracone, j'espère. La maîtresse a dit qu'il était malade, » ajouta-t-elle. Krakos l'invita tout de même à rester aimable et poli avec son ou sa future voisine, en insistant davantage sur ce dernier point. À son âge, les cours de récré commencent à se charger de grossièretés qu'il chassait en hérétique de son cercle familial, comme sa femme le faisait avec lui. De plus, il appréciait cette aversion pour la jante masculine qu'elle jugeait criarde et bagarreuse à outrance, tout en restant conscient qu'elle risquait d'être temporaire. « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai là, » dit-il en caressant ses cheveux bruns. Ils échangèrent de tout et de rien, dans cette insouciance qu'instaure l'enfance, qu'importe le décor. Son état, quoique toujours altéré, semblait s'apaiser en présence de son père. Ce genre de calme temporaire avant la tempête ne pouvait que leur faire un bien fou. Soudain, la porte s'ouvrit à l'arrivée d'un couple, tenant par la main une jeune fille, d'un âge, au premier regard, assez proche de celui de Lodin. Ils s'avancèrent à la rencontre des Gurines, et les présentations débutèrent. La petite fille, galvanisée par la démarche de ses parents, vint aux abords de Lodin, tandis que sa timidité héréditaire la cacha derrière son père qui jouait de son expérience pour dompter cette constante crainte qui les habitait. Et puis, à dire vrai, les parents débordaient d'amabilité, et instaurèrent une ambiance agréable et chaleureuse au sein de la chambre, au même titre que la jeune patiente dénommée Élase, qui contaminait tous les témoins avec son innocent sourire laiteux. Ils furent néanmoins interrompus par l'arrivée des fantômes blancs qui leur rappelèrent amèrement le milieu dans lequel ils baignaient, malgré eux. Ce défilé d'une quinzaine d'internes, tous pareillement vêtus d'une blouse immaculée, d'un stéthoscope sur les épaules, et d'une mine sur laquelle la caféine n'arrivait plus à masquer leur fatigue excessive, frappa Krakos comme l'arrivée soudaine d'une horde de morts-vivants. Puis, il se résigna aussitôt. Après tout, le ou la sauveuse de sa fille pouvait avoir l'apparence qu'il voulait. Seul son état importait. Ces nouveaux individus avaient envahi si prestement la pièce
qu'ils rendirent transparents les parents en visite. La mère d'Hélas invitait alors son mari et leurs fraîches connaissances à poursuivre leur présentation à la cafétéria. Krakos, comme s'il cherchait une quelconque approbation, gravit ce rempart de coton sur la pointe des pieds, jusqu'à Lodin qui lui fit un signe de main. En réponse, il lui envoya un baiser du bout des lèvres, qui vint papillonner délicatement jusqu'à sa joue. Il s'élança aussitôt dans le sillage des tourtereaux. La mère les guidait à travers ce dédale de couloirs et de chambres, pendant que le père, en retrait, commençait à entamer la discussion, tout en apposant parfois sa main sur le dos de Krakos pour l'inviter à suivre. Cette expédition les conduisit jusqu'au réfectoire qui, sous bien des aspects, rappelait aux nouveaux venus ses années d'études en école d'art. Ils s'installèrent à une des rares tables encore disponibles et commandèrent leur boisson. Lorsque leur commande arriva, Ernorin avait déjà commencé à présenter la situation préoccupante de sa fille. Hélas souffre d'une sorte d'infection pulmonaire. Enfin, d'après les médecins, déclara-t-elle. Mon grand-père en a souffert lui aussi. Une seconde passa et ses yeux plongèrent dans sa tasse. À croire qu'on est maudit, ajouta la mère après une courte pause. Les médecins connaissent trop peu cette pathologie pour savoir comment la soigner définitivement, dit son mari tout en sirotant son thé. Entre deux gorgées, la mère soupira et reprit la mine gaie que cette pensée avait tout juste effacée. Enfin bon. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ? Au cours de ces années de veuvage, Krakos avait perdu l'habitude des discussions entre adultes. Toutes ses pensées, tous ses mots, d'ordinaire, il les gardait soigneusement pour Lodin. Il profita alors du breuvage qui lui déliait progressivement la langue, comme si celle-ci, prisonnière de la glace, retrouvait, grâce à la chaleur de l'infusion, une souplesse insoupçonnée. Je sais pas encore, balbutia-t-il timidement avant de reprendre avec plus d'assurance. Je crains que ma fille fasse une rechute, ajouta-t-il, tandis que son visage s'inclinait vers la table. Nous aussi nous sommes passés par l'incertitude. Il n'y a rien de pire, répondirent Garan et Ernorin à l'unisson. Au plus profond de son être, il craignait que Lodin ne sombre dans les abysses qu'il avait menacés jadis. Mais observer ce couple raviva quelque image plus agréable à notre peintre qui, comme face à un miroir déformé par sa psyché, se voyait aux côtés de son épouse, à cette table, prêt à surmonter les épreuves à venir. Dans cette douce hallucination, il se tenait les mains jointes, pour se rappeler de son étreinte, et faisait tourner par reflet son alliance autour de son annulaire. Cette ronde autour de son doigt l'aspirait délicatement jusqu'à cette merveilleuse nuit, celle où il l'avait rencontrée, une des rares soirées d'étudiants à laquelle il avait osé venir. Il s'était assis dans son coin, en rêveur invétéré, tandis qu'au rythme de la musique, elle s'était mise seule à danser. Le ballet qu'orchestrent mes yeux, pour suivre la grâce de ta danse, me plonge dans cet amour d'enfance, où nous pourrions être heureux, tous les deux. Il lui avait glissé ses vers dans l'oreille entre deux couplets, et depuis, elle faisait partie de sa vie. Bien sûr, il s'était toujours demandé pourquoi elle l'avait acceptée. Peut-être sur un coup de tête. Était-elle vraiment charmée ? L'Aphrodite qu'elle était n'avait-elle pas l'habitude d'entendre des mots doux d'une myriade de prétendants ? Êtes-vous marié ? Demanda Ernorin, qui brisa finalement ce silence de leur côté anxiogène. Les mots l'extirpèrent du miroir illusoire qu'il avait englouti, et il chercha la meilleure manière de répondre, sans donner l'impression de s'apitoyer sur son sort. Mais Garan le prit de court et interrompit sa réflexion. « Chérie, tu ne vois pas ? » « Bah, ce n'est pas non plus écrit sur son visage. »« Non, ce n'est rien, » rétorqua Krakos. « Ça fait plusieurs années que ma femme est partie. » Il inspira longuement et compléta par « Malodine lui ressemble, et me rappelle tous les jours la chance que j'ai de la voir. » Ernorin et Garan lui offrirent leurs condoléances, et ce dernier en profita pour taquiner son épouse. « Ça, c'est l'œil du comédien, hein, mon avocate ?» s'écria-t-il en esquissant un sourire. « Et ça, c'est quoi ?» répondit-elle, accompagnée d'un coup de coude dans les côtes. Tous se mirent à rire, et firent valser la tension lugubre dans cette farandole symphonique, qui faisait déborder la joie jusqu'aux autres tables. De fil en aiguille, ils tissèrent la conversation jusqu'au travail. Ernorin tenait un cabinet la semaine au pied de la muraille dynamique. Lui devait suivre sa troupe de salle en salle à travers toute la mégapole. Dans leurs deux horizons, très différents, ils ne se croisaient que peu, et ce rythme effréné mais épanouissant ne s'accordait que difficilement avec l'hôpital et ses contraintes. Ils s'efforçaient néanmoins à ce que l'un d'eux aille voir Hélas quand leur emploi du temps le permettait. Sinon, ils lui rendaient visite le dimanche, seul jour épargné par leur train de vie. Puis, mécaniquement, vint au tour de Krakos d'évoquer sa profession. Bien que sa timidité le rendît d'habitude réfractaire aux trop longues interactions avec des inconnus, c'est son orgueil et ce maudit miroir qui, cette fois, le bloquaient. Il aurait aimé prétendre être aussi épanoui qu'eux. Cependant, il n'en était rien.
Ses aspirations et la réalité étaient devenues deux routes parallèles qui jamais ne semblaient se croiser, et il ne voulait surtout pas paraître plus misérable qu'il ne l'était déjà. Très mauvais affabulateur, incapable de maîtriser le poids du mensonge, il ne fit que jouer sur les mots. Un jeu de mots. Est-ce même un mensonge? Mentons-nous lorsque l'on avoue ce que l'on aime faire? Humble et réservé de nature, il savait cependant rester évasif, et profiter de sa coquille pour ne pas susciter l'attention. Alors il leur dit simplement « Je suis peintre, depuis des années déjà. » Ils se réjouirent aussitôt de sa profession et mordirent unanimement à l'hameçon. Garan s'enorgueillit d'avoir rencontré un autre artiste, tandis qu'Arnorine, plus intriguée que son mari, voulait creuser davantage. « Quel genre de toile peignez-vous » demanda-t-elle en le scrutant droit dans les yeux. Ah, cette question. Tous les créateurs et créatrices l'ont entendue. Et rarement ils ont su trouver une réponse simple qui leur convienne tout à fait. Krakos, quant à lui, l'avait déjà tellement rencontré qu'il savait pertinemment comment l'apprendre. « J'essaie au mieux de peindre ce que j'ai sur le cœur, » répliqua-t-il. « C'est généralement ma fille qui dit de mon pinceau. Elle est ma muse. Elle rend mes lignes plus saillantes et mes couleurs plus vives, déclarait-il. Son regard s'élevait à ces mots vers le plafond, et sa voix peu à peu s'amenuisait, comme s'il ne parlait plus qu'à lui-même. Elle est depuis longtemps l'onguent qui comble les cicatrices de ma carapace. Garan ne put contenir un « oh » de surprise. Il les avait touchés. Son mensonge reposait sur une vérité. Il était une vérité. Il était peintre après tout. De métier, certes, mais peintre quand même. Et puis, il aspirait depuis toujours à vivre de son pinceau et raccrocher son rouleau. Leurs tasses se tarirent après cela, et ils retournèrent vers la chambre 115. La horde de médecins avait, semblait-il, achevé sa ronde. Les jeunes filles s'étaient mises à discuter, à en croire les voix s'échappant de la pièce. Sur le pas de la porte, une infirmière observait au loin les deux enfants s'amuser. « Bonjour Nara, comment allez-vous » déclarèrent Ernorine et Garan. « Bien, bien. Je vous emprunte Monsieur Gurin rapidement, nous devons nous entretenir. » Elle l'invita à la suivre et commença par se présenter. Cela faisait quelques années qu'elle travaillait au sein de l'hôpital et s'était parfaitement intégrée au service pédiatrie grâce à son calme et son charme maternel. Son apparence, couplée à sa démagogie et son attention, rassurait très souvent les parents auxquels elle devait faire face. Krakos écouta très attentivement le programme des prochains jours de Lodin, qui s'annonçait très dense. Entre les examens à travers les différents services, les soins et les visites des internes, elle n'allait pas s'ennuyer cette semaine. Krakos la remercia et retrouva sa fille. Il se réjouissait que Lodin s'entende déjà avec Elaz. Le couple Oswi ne resta pas plus longtemps et salua la chambre 115. Lui, en revanche, demeura encore des heures à parler avec les filles. Avec une amie, ma muse serait plus heureuse, et cela ne pouvait qu'aider à sa guérison, se disait-il intérieurement. Puis, lorsque le soir pointait le bout de son nez, il lui offrit de longs câlins, des caresses dans les cheveux, et quitta la chambre qui portait à travers les couloirs ces mots résonnant encore dans son esprit. « Au revoir, ma muse, je reviens très vite, je te le promets. Au revoir, Elaz, reposez-vous bien les filles. Et pas de bêtises, annonçait-il tout sourire. Au revoir, papa, bisous. Au revoir, monsieur Krakos. » Le jeune père, désormais seul, arpenta les rues de l'Otsiel du crépuscule, lentement abandonné par la vie. Arrivé à son immeuble, il gravit lentement les mêmes marches sur lesquelles, ce matin même, il portait sur son dos sa muse. En rentrant chez lui, il constata à quel point son petit appartement était vide. Dans la pénombre de la soirée, désormais bien installée, il interrompit la baignade de ses pinceaux qu'il enroula délicatement dans un torchon bariolé, et s'assit sur son lit, silencieux, et empli des songes qui parcouraient constamment ses pensées. Si seulement tu pouvais la voir de là où tu es, tu ne pourrais être plus fier. Notre fille est si courageuse. Elle me motive tous les jours, sans même s'en rendre compte, à poursuivre ce long chemin sans toi. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. La suite sort la semaine prochaine. Bye!